Hello hello, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la série Comment créer son application en réalité virtuelle. Dans le précédent épisode, on a vu comment prioriser les différentes fonctionnalités au sein de votre application. Aujourd'hui, on va se pencher plus sur l'aspect interaction et comment définir toutes les interactions que vous allez avoir besoin de mettre en place dans votre application pour permettre à vos joueurs ou à vos utilisateurs d'interagir avec votre application. J'en profite pour vous demander de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne, comme ça c'est fait. Sans transition, on attaque. Si vous avez suivi toutes les vidéos dans l'ordre jusqu'à présent, vous devez déjà avoir un bon ordre d'idée de ce que vous voulez mettre en place dans votre application en termes de fonctionnalités, et également le casque, ou les casques que vous allez utiliser pour déployer votre application. Et qui dit choix de casque dit forcément un choix de contrôleur, puisque chaque casque vient avec son propre set de contrôleurs, et même si dans l'ensemble ils se ressemblent un petit peu tous, ils ont quand même certaines particularités. Donc à partir de là, il va falloir vous dire, voilà ce que j'ai sous les mains, sans jeu de mots, voilà ce que j'ai dans les mains, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour que l'utilisateur puisse utiliser tous ces boutons, ces sticks, ces triggers, ces gâchettes, tout ce que vous voulez, pour pouvoir interagir avec l'application. Alors petit aparté, forcément, si vous choisissez de partir sur un seul casque, ça sera tout de suite beaucoup plus simple puisque vous n'allez avoir besoin que de supporter un seul set de manettes. Donc ça va être le cas le plus simple. Si c'est la première fois que vous faites une application en réalité virtuelle, je vous invite à choisir un casque et partir uniquement là-dessus dans un premier temps, au moins pour vous familiariser avec tout ce qui se passe autour de la réalisation d'une application à proprement parler, pour après peut-être dans un prochain projet de vous dire comment est-ce que je peux faire pour aller encore un peu plus loin et faire en sorte que ma nouvelle application soit compatible avec plusieurs casques. Dans le cas où vous êtes aventurier ou que vous avez déjà un petit peu plus d'expérience, il va falloir vous dire comment est-ce que je vais faire pour que mon application elle puisse fonctionner sur plusieurs casques qui vont avoir plusieurs manettes différentes. Donc là, ce qu'il va falloir vous poser comme question, c'est quels sont les points communs entre les différentes manettes, entre le casque A et le casque B. Généralement, il y en a au moins quelques-uns, typiquement des boutons, des gâchettes, ce genre de choses, et de faire un petit peu une cartographie des éléments qui sont partagés des deux côtés pour vous dire, ça je suis sûr que sur les deux casques, j'y ai accès, donc je vais pouvoir me servir de ces boutons, de ces sticks, de ces gâchettes. Une fois que vous avez fait cette cartographie-là, ça va vous donner un set de boutons que vous savez que vous allez pouvoir utiliser. Et à partir de ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai ces boutons-là à disposition, comment est-ce que je les utilise pour permettre à l'utilisateur de faire les différentes interactions que j'ai envie de faire. Ensuite, il y a un détail qui semble assez évident, mais qui peut passer complètement à travers, c'est de vous dire que vous n'allez pas avoir un contrôleur, mais vous allez en avoir deux. Vous allez en avoir un dans chaque main. Et à partir de là, il va falloir vous poser la question de dire, est-ce que le fait d'appuyer sur un bouton à gauche ou le même bouton à droite, est-ce que ça va avoir le même effet, ça va permettre de faire la même interaction? Ou bien est-ce que vous allez choisir plutôt de partir sur une orientation plus asynchrone, déconnectée, et de dire que avec la main gauche je peux faire certaines choses et avec la main droite je peux faire d'autres choses. Je vous donne un exemple, imaginez que vous fassiez un jeu de tir à l'arc, et du coup on attrape l'arc, on bande l'arc et on va relâcher. Généralement c'est ce que va faire un droitier, je suis droitier. Maintenant, si vous imaginez que le joueur est gaucher, peut-être qu'il faut qu'il attrape son arc avec cette main et qu'il puisse bander avec l'autre. Donc là, on a typiquement des actions entre les mains qui vont être décorrélées, qui vont permettre de faire des choses différentes, mais qui potentiellement pourraient être faites dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que vous pouvez partir comme ça, peut-être que vous pouvez faire en sorte que, en fait non, il faut bien utiliser cette main en particulier pour faire l'action. Je ne le recommande pas, mais ça pourrait être possible dans certains cas. Vous prenez un jeu de flingue par exemple, vous pouvez prendre un pistolet d'une main ou d'une autre, ou peut-être de prendre, un fusil d'assaut avec votre main comme ça, ou bien dans l'autre sens comme ça. Voilà, donc typiquement ça va être des questions qu'il va falloir vous poser. Est-ce que vous allez avoir besoin de mettre en place des contrôles qui sont symétriques entre la main gauche et la main droite, ou est-ce que vous allez mettre en place des combinaisons qui vont permettre d'utiliser les deux mains pour faire des choses différentes? Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est le fait d'être cohérent au sein de toutes les interactions de votre application. Si à un moment donné, vous mettez en place le fait que vous pouvez ouvrir une porte en utilisant le grip, c'est-à-dire que j'attrape la poignée, je tire, ça ouvre la porte, et que dans le reste de votre application, vous pouvez ouvrir un tiroir, ou vous pouvez ouvrir un placard, ou une fenêtre, il va falloir rester cohérent dans la façon dont l'utilisateur va pouvoir interagir avec votre univers. C'est-à-dire que si pour ouvrir une porte, il faut utiliser un grip, pour ouvrir un tiroir, pour ouvrir une fenêtre, pour ouvrir autre chose, il va falloir continuer d'utiliser la même
la même interaction, c'est-à-dire un grip. Sinon, vous allez créer une espèce d'incohérence au sein des interactions et l'utilisateur ne saura pas forcément comment interagir avec votre univers. Et ça va même encore plus loin, puisque vous pouvez, par exemple, dans le cadre d'un tutoriel, expliquer à votre joueur comment faire des interactions simples, et ensuite, par analogie, le laisser découvrir tout ce qu'il va pouvoir faire avec votre univers, par exemple, ramasser un objet, le jeter, le poser quelque part, l'attraper à deux mains, pour lui permettre de découvrir des éléments de gameplay et s'approprier le jeu, s'approprier l'univers sans avoir l'impression d'être pris par la main systématiquement à chaque fois qu'il y a une nouvelle interaction qui est possible. Ça, concrètement, en tant que joueur, c'est hyper pénible et au contraire, on s'attend à ce qu'on nous explique les bases. Voilà, grosso modo, ça marche comme ça. Et après, de faire en sorte de construire un petit peu une situation dans laquelle l'utilisateur va être confronté à la possibilité de faire des choses supplémentaires et de découvrir d'autres usages qui sont connexes, par exemple le fait d'attraper quelque chose, toujours de la même manière, pour lui permettre d'avancer dans la progression, de vivre l'expérience que vous avez envie de développer. Ensuite, ce qu'il faut vous dire, c'est que les interactions, il faut les garder les plus simples possibles. C'est pas parce que vous avez 150 boutons qu'il faut les utiliser en même temps. Voilà. Restez le plus simple possible et de préférence le plus proche possible de ce qu'on pourrait faire dans la réalité. Quand on a des manettes dans les mains, on a quelques mouvements qui peuvent être très très proches de ce qu'on pourrait faire dans la réalité. On a entre autres les grips et les gâchettes. Typiquement, quand vous allez attraper un objet, on va avoir tendance à utiliser le grip parce que c'est ce qui se rapproche le plus du fait de fermer la main, comme quand on attrape quelque chose. Donc, dans les cerveaux, dans les circuits neuronaux, en fait, on va avoir plus, ça va être intuitif de se dire, pour attraper un objet, je vais utiliser le grip, parce que c'est le mouvement de fermer la main. Pareil, si vous avez un jeu de flingue, vous voulez tirer, vous allez utiliser la gâchette, parce que c'est ce qu'on utilise pour tirer comme un pistolet, on a une gâchette, et sur une manette, on va avoir la même chose. Donc essayez au maximum de garder des interactions qui soient le plus proches possible de la réalité. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, mais dans l'idéal, essayez de vous rapprocher un maximum de ce qu'on pourrait faire dans la réalité si on devait utiliser nos propres mains. Parce que ça va vraiment faciliter la prise en main de l'utilisateur. Et ensuite, essayez de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. S'il faut appuyer sur 4 boutons pour faire une interaction, ça va être pénible. Et le joueur va probablement pas y arriver, ou alors ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc essayez de réduire au maximum la complexité des interactions, tout en les gardant les plus proches possibles de la réalité. Et gardez en tête que vos contrôleurs, généralement, vont avoir 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez appuyer sur des boutons, mais vous pouvez également les bouger dans l'espace. Si je reprends l'exemple du fait de pouvoir ouvrir une porte, ça peut être de mettre la main sur la poignée, d'appuyer sur le grip et de tirer la main vers vous. C'est-à-dire que vous allez faire physiquement le mouvement pour ouvrir la porte. Dans l'idéal, il faudrait vous poser toutes ces questions avant de commencer de mettre en place vos interactions. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus loin de comment vous allez mettre en place tout ça pour préparer le fait d'avoir une cohérence globale au sein de toutes les interactions de votre application. Parce que si vous vous focalisez directement sur la pratique et que vous commencez à mettre en place un truc, puis après que vous mettez en place un autre truc, et vous avez une troisième fonctionnalité qui arrive, je sais pas, 1 mois et demi plus tard, et en fait vous vous rendez compte que pour la mettre en place, vous avez besoin de quelque chose de supplémentaire qui pourrait être fait si les deux autres fonctionnaient déjà sur ce nouveau principe. Et du coup, vous allez vous retrouver à devoir redévelopper des interactions pour garder la cohérence globale. Donc parfois, ça peut être intéressant de vous poser un petit peu en amont pour bien anticiper les différentes interactions que vous pourriez avoir, pour avoir un socle, on va dire, qui soit partagé et qui vous permette d'avoir une cohérence globale au sein de votre application. Alors ça, c'est évidemment le cas idéal. En pratique, c'est pas toujours possible, ou parfois ça ne marche juste pas. Vous pouvez anticiper le fait de vous dire l'interaction, je vais la faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous la mettez en place et en fait vous vous rendez compte que c'est juste nul. Voilà, c'est pas intuitif, c'est pas intéressant, et en fait il y a une façon moins réaliste mais plus intuitive qui permet de faire cette action-là, et du coup il vaut mieux partir là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter à itérer sur cette structuration, sur cette façon de mettre en place les interactions pour ajuster et arriver au plus proche d'une expérience qui soit intéressante en soi. L'idée, c'est vraiment pas du tout de graver dans le marbre les interactions et de se dire voilà, ça sera comme ça et ça bougera pas, et de se retrouver avec un produit à la fin qui est pas intéressant. Non, il faut pas hésiter à itérer si besoin pour ajuster et arriver à quelque chose qui soit intéressant pour l'utilisateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode de cette série, le numéro 7, on verra comment ne pas réinventer la roue en réalité virtuelle, plus précisément quand vous allez développer votre application.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo pour faire découvrir le concept même ou cette méthodologie pour développer des applications en réalité virtuelle. On vous en sera très reconnaissant. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!